Bonsoir. Nous allons donc commencer cette conférence marxiste organisée par la tendance communiste internationaliste, courant du Parti ouvrier indépendant démocratique en France et adhérente au plan international au comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale. Nous sommes en plein dans l'actualité des manifestations qui se développent aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, et à travers ces manifestations qui soulèvent la question majeure aux États-Unis, la question historique fondamentale de la place des Noirs et de la question noire dans l'édification de cette nation, la place des Noirs et de la question noire dans l'émancipation de l'ensemble de la classe ouvrière des États-Unis. D'où le thème de cette conférence marxiste ce soir, les Noirs, la question noire, le Parti noir et le Labour Party. Quelle est la position des trotskistes sur cette question? Pour en débattre, nous avons la chance d'avoir parmi nous Nnamdi Lumumba, porte-parole de l'Union Progressive Party, et Alan Benjamin. Sans tarder, passer la parole au camarade Nnamdi Lumumba. The last few months of crisis in the United States have dispelled many myths and inaccurate understandings about the U.S. capitalist imperialist regime. Les événements de crise de ces derniers mois aux États-Unis ont dispersé beaucoup des mythes et des erreurs qu'on pouvait avoir par rapport à la nature du capitalisme et de l'impérialisme américain. This revelation has happened just as the revelation about what is happening in the United States has occurred internationally as well as internally. Lots of people's eyes are now open. Ces éclaircissements sur la réalité des événements aux États-Unis ont eu lieu à la fois aux États-Unis même et aussi à l'étranger, au-delà des frontières du pays, c'est-à-dire les yeux des gens se sont ouverts. The world has witnessed first the clumsy and inadequate response by the national and local leaders to deal with the COVID-19 pandemic, exposed to the fact that the U.S. has no public health policy in place to deal with such crisis. Le monde a pu témoigner de la réponse insuffisante et maladroite par les dirigeants locaux et nationaux aux États-Unis face à la pandémie COVID-19. Cela a exposé le fait qu'il n'existe pas de politique de santé publique aux États-Unis ou les moyens pour faire face à de telles crises. With over 2 million people confirmed infected and over 115,000 confirmed deaths, the systemic problems associated with the U.S. parasitic for-profit health system has exposed the crisis that Black, Latino, and Indigenous and other working class people have been forced to suffer under in regards to obtaining adequate and timely health care. Avec plus de 2 millions de personnes infectées et 115 000 personnes décédées, les problèmes systémiques qui sont associés au système de santé parasitaire aux États-Unis a soumis les Noirs, les Latinos et les peuples indigènes et la classe ouvrière à ce système et à une souffrance qui n'a aucun soin pour s'occuper de leur santé ou leur bien-être. All of this has happened in the backdrop of a presidential election year, which was supposed to allow for a peaceful transition of national and local government from one sector of the capitalist ruling class to another. Instead, the U.S. political system has been met with crisis after crisis that exposes the corruption of this capitalist, racist, imperialist, and colonial society. Tout ça a lieu dans le cadre d'une année électorale qui normalement devait permettre une transition paisible des gouvernements locaux et nationaux d'un secteur de la classe dirigeante bourgeoise capitaliste à un autre. Mais plutôt, le système capitaliste politique américain a dû faire face
à crise après crise, c'est qu'il montre sa corruption, son caractère raciste, impérialiste et colonial. For us Africans, the crisis that is so heightened at this moment is not new. As descendants of people brought to North America as chattel property and used to build the economic structure of the American capitalist system, we have been in constant struggle of resistance, resistance for national liberation and self-determination. Pour nous, les Africains, de telles crises à une telle ampleur ne sont pas nouvelles. Nous sommes des descendants de ceux qui étaient amenés comme propriété esclavagiste aux États-Unis, en Amérique du Nord, utilisés pour construire la structure économique du système capitaliste américain. Nous avons eu à faire face à une lutte constante de résistance, une lutte pour l'autodétermination nationale. The U.S. capitalist propaganda would have the world forget the U.S. is a rotten colonial settler state. The genocide and enslavement of the indigenous peoples have been made footnotes of history, but the right of the indigenous people is as their just and but the right of the indigenous people to their land is as just and as accurate as those of the Palestinian people today and of the African people of occupied South Africa in the 20th century. Selon la propagande capitaliste américaine, il faudrait oublier le caractère colonial et pourri de l'État américain. Or, le génocide et l'esclavage des peuples indigènes ne représentent pas un détail de l'histoire. Le droit du peuple indigène à leur terre est aussi juste et correct historiquement que celui du peuple palestinien aujourd'hui et du peuple africain dont la terre est occupée en Afrique du Sud depuis le XXe siècle. The process of kidnapping, enslavement, and genocide of millions of African people brought to North America, South America, and the Caribbean islands started the process of colonial domination and wealth extraction from Africa. This process created domestic colonies of African people throughout the West. Le processus d'enlèvement, d'esclavage et de génocide des millions de personnes amenées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux îles Caraïbes, a déclenché un processus de domination coloniale et d'extraction de richesses de l'Afrique. Ce processus a créé des colonies domestiques internes du peuple africain à travers les pays de l'Ouest. The labor power that once belonged to independent African peoples was subverted and used to build the economies of the Americas and Europe. What Comrade Karl Marx euphorically called primitive accumulation of capital was slavery, pure and simple. Le pouvoir de travail qui était avant la propriété indépendante des peuples africains a été subverti et utilisé pour construire les économies dans les Amériques et l'Europe, ce que notre camarade Karl Marx a appelé avec l'euphémisme l'accumulation primitive du capital. The Black liberation struggle is the continued struggle of African people to free ourselves from domestic colonialism, imperialism, and racist attacks by both the government and backward ordinary white citizens who embrace white supremacist worldviews. La lutte pour la libération noire, c'est la lutte continue du peuple africain pour notre libération du colonialisme national, impérialiste et raciste, contre les attaques par le gouvernement et aussi des petits blancs ordinaires qui s'emparent des visions suprémacistes blanches. Ours is a movement that has been anti-colonial, anti-racist, anti-imperialist, and anti-capitalist from its inception. Despite the efforts of the Black petty bourgeoisie, in alliance with liberal sectors of the capitalist class, attempts to integrate the Black working class into society have been filled with contradictions.
Black and brown people still struggle against institutionalized racism that prevents our full participation in the legal capitalist economy. Malgré la tentative de la petite bourgeoisie noire en alliance avec des secteurs de la classe capitaliste progressiste, la tentative d'intégrer la classe ouvrière noire dans la société rencontre des contradictions. Les peuples noirs et marrons, donc ce qui veut dire hispanique, combattent toujours contre le racisme institutionnel qui empêche à ce qu'ils puissent intégrer réellement l'économie légale capitaliste. This lack of access to the legal economy is then used as the reason for repressive and draconian policies and tactics to lock up huge numbers of Black and brown people. Under the guise of the 13th Amendment, which is often believed to have ended legal slavery in the US, it is now possible to have access to a cheap labor force allowed by the transfer ownership of slave labor from individual capitalists to the state. Étant donné le manque d'accès à cette économie légale, donc l'économie officielle, ceci est utilisé comme prétexte pour engager des politiques répressives et draconiennes, d'utiliser des tactiques pour incarcérer des vastes nombres de personnes noires et marrons et hispaniques. Sous guise du 13e amendement de la Constitution, qui officiellement a libéré les esclaves, il est aujourd'hui possible pour l'État d'avoir accès à une force de travail très peu chère à travers le transfert de la propriété de main-d'œuvre esclavagée de la part des capitalistes vers l'État. Il s'agit donc du système carcéral. There have been periods of intense and sharp struggle by the Black population to seek its economic and political independence from the US capitalist state. Some of these have taken the form of Black nationalism and revolutionary Pan-Africanism. Il y a eu des périodes de lutte intenses et aiguës de la part de la population noire visant son indépendance économique et politique de l'État capitaliste américain. Beaucoup de ces luttes ont pris la forme de nationalisme noir et du panafricanisme révolutionnaire. These political tendencies have been the most critical sectors of US domestic and foreign policy. It has been this ongoing resistance that has led the Black community to consistently be less supportive of US wars and interventions. Ce sont des secteurs de la population qui ont toujours été les plus critiques de la politique américaine interne et étrangère et qui ont engagé une résistance permanente qui a amené la population noire à être moins supportive, soutenir beaucoup moins que d'autres secteurs de la population les guerres impérialistes américaines à l'étranger. The Black liberation movement has been on the cutting edge of the most radical movements for peace, social justice, and economic justice for all demographics. Le mouvement de libération noire a toujours été le point avancé des mouvements les plus progressifs et radicaux en défense de la paix, de la justice sociale, de la justice économique pour toute la population. Unfortunately, the Black movement has seen repeated sellouts and hijackings of political movements by sectors of the white community, whether the women's movement of the 1920s, which refused to include the demands of Black women, voters' rights, the demands of the LGBTQ plus struggle, or other working class struggles. The Black community has been victim to alliances falling apart when our former white allies get their demands met. Malheureusement, le mouvement noir a toujours été victime de trahison par des mouvements politiques de différents secteurs de la communauté blanche, qu'il s'agisse du mouvement des femmes des années 1920, qui a refusé d'intégrer des revendications des femmes noires,
qu'il s'agisse des droits pour la liberté et pour le droit de vote, les revendications des LGBTQ ou des luttes d'autres secteurs de la classe ouvrière, la communauté noire a toujours été victime de ces alliances qui se sont effondrées aux dépens des revendications des Noirs et en faveur des alliés blanches qui, eux, ont vu satisfaites leurs propres revendications. It is because of this dubious history in the overall workers' movement that African people have continued to fight for their self-determination and national liberation, while the overall workers' struggle against capital continues as well. Has required Black left organizers to be aware of white chauvinism in all of our organizing spaces. C'est devant cette histoire douteuse des alliances qu'il était indispensable pour le mouvement des travailleurs que les travailleurs noirs ont rejoint pour leur autodétermination et leur libération se construit. Il a été indispensable pour les militants noirs de gauche de comprendre jusqu'au bout ce que c'est le chauvinisme blanc afin de dégager nos propres espaces d'organisation. We will not be relegated to an auxiliary role in the workers' struggle against bosses. In many large cities in the US, African people make up a sizable majority of urban populations, and we must be able to center the struggles of Black and brown workers in all the work happening in these areas if we are to make incremental process to build independent worker power. Nous ne serons pas relégués à un rôle auxiliaire de la lutte des travailleurs contre les patrons. Dans beaucoup de villes aux États-Unis, la population africaine représente une majorité des populations urbaines. Et nous devons être au centre des luttes des peuples noirs et marrons dans tout ce qui se passe dans la défense de leurs intérêts dans ces lieux. Et c'est ainsi que nous allons faire. Nous allons nous organiser d'une façon régulière et progressive afin de construire le pouvoir ouvrier ensemble. We hold on to our right to build a separate and independent nation that attempts to unify Africa and African people led by African workers to defeat imperialism, neocolonialism, and capitalism in Africa, the Americas, and the rest of the world. Nous revendiquons notre droit de construire une nation séparée et indépendante qui tente d'unifier les peuples d'Afrique et les peuples africains dirigés par des travailleurs africains aux États-Unis pour combattre et apporter une défaite à l'impérialisme, au néocolonialisme et au capitalisme en Afrique, dans les Amériques et partout dans le monde. Thank you. Uhuru Sasa, which means freedom now. Merci, Ahura Sasa, qui veut dire la liberté est maintenant. Merci au camarade Namdi Lumumba. Il aura l'occasion de reprendre la parole un peu plus tard pour répondre à des questions qui nous ont été adressées. Mais la parole est maintenant à Alan Benjamin, responsable de Socialist Organizer, l'organisation qui défend les positions du trotskisme et du Corky aux États-Unis. Alan, c'est à toi. Merci camarade. Comme Daniel l'a expliqué au début, dans les dernières semaines, des millions de jeunes, de blancs et de noirs, sont descendus dans les rues en dépit du Covid pour dire non au racisme institutionnel, justice pour George Floyd, mais aussi pour Breonna Taylor et en Kentucky et aussi pour Ahmaud Arbery, parmi tellement d'autres, parce que le nombre d'assassinats par la police continue, c'est un nombre qui est effarant. Et ce n'est que quand il y a des vidéos qu'on constate le
le racisme et le caractère tellement néfaste de la police qu'on se rend compte de cette situation. Ce mouvement a commencé à faire tomber les monuments, les statues de dirigeants confédéraux du Sud, des sudistes. Et Trump a immédiatement pris la parole et a dit attention, attention, ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas nier une partie de notre histoire. Et dans ce cas, il a raison. Ça fait partie. La question du Sud de l'esclavagisme fait partie. En fait, l'histoire moderne plonge ses racines dans cette alliance qui s'est constituée 12 années après la guerre civile, après la période de la reconstruction radicale, Radical Reconstruction, où il faut dire que le mouvement noir et le mouvement des fermiers, des travailleurs blancs se sont unifiés et on a vu des élus noirs partout dans le Sud. Cette période a été trahie par les capitalistes noirs, blancs, les capitalistes du Nord pour forger l'alliance avec les sudistes pour bâtir ce qui est devenu le pouvoir des capitalistes du Nord et du Sud, l'alliance avec le slaveocracy, l'esclavagisme du Sud, qui ont changé pas un peu de forme, mais qui ont maintenu l'essentiel. La police, les patrouilles d'esclavagistes qui continuent sous la forme de milices organisées et qui continuent aujourd'hui dans la police actuelle. La question de la police aux États-Unis, c'est une question d'oppression et de maintien, non seulement du racisme, mais des institutions, les institutions du capitalisme d'après la guerre civile. La classe capitaliste comprend aujourd'hui que ce mouvement profond déstabilise toutes les institutions du pays, déstabilise les institutions non seulement de la police, mais du pouvoir des États, le collège électoral, toutes les formes institutionnelles qu'a pris le racisme institutionnel, cette alliance entre Nord et Sud, des esclavagistes du Sud avec les alliances des capitalistes du Nord, tout cela aujourd'hui est sous la pression de mouvements de masse qu'on n'a pas vu depuis les années 60 et peut-être au-delà. Les institutions qui doivent être préservées pour préserver l'État capitaliste. Institutions qui, secteurs de la classe dirigeante comprennent qu'il faut les sauver. C'est pour ça qu'ils pensent que Trump est allé un peu trop loin. Il déstabilise l'édifice des institutions. Les généraux qui disent « Attention, il ne faut pas faire sortir l'armée dans la rue parce que ça va faire explosion. Attention, il faut aller plus doucement. Peut-être il faut retirer quelques noms des bases militaires des États-Unis qui portent le nom des sudistes, des généraux. Peut-être il faut faire, comme dit Nancy Pelosi, la réforme de la police. Réforme de la police que les démocrates soulèvent depuis des années, qui font tomber quelques policiers ici ou là, mais dont ils maintiennent tout le système raciste de la police. Il n'y a pas eu de réforme. Et c'est pourquoi le parti de Nnamdi pose la question du contrôle de la communauté noire de la police, contrôle de la communauté, l'autodétermination en ce qui concerne la police. C'est une question nationale, comme il le dit, qui est très essentielle, qui pose toute cette structure institutionnelle.
Évidemment, comme section des États-Unis de la 4e internationale du Corki, nous soutenons tout pas vers la justice pour les policiers, contre les policiers qui ont assassiné. Chauvin en Minneapolis et tellement d'autres doivent être châtiés, doivent être mis en justice. Mais la réforme de la police ne va pas se faire tant qu'il existe ce cadre institutionnel qui est le capitalisme. Sous le capitalisme, il n'y aura, parce que c'est la question du racisme est tellement imbriquée, est essentielle au maintien du système capitaliste, que extirper à la racine le racisme exige d'extirper à la racine le système capitaliste. C'est une question donc qui pose l'alliance, et la question noire et la question de la classe ouvrière en tant que telle. Le racisme, comme je l'ai dit, c'est un peu l'enveloppe idéologique qui a justifié l'esclavage, le système de Jim Crow, de restrictions et d'attaques contre tous les droits démocratiques des Noirs, et qui aujourd'hui justifie toute l'industrie de prison, parce que Nnamdi a tout à fait raison de dire que l'esclavage se continue aujourd'hui sous la forme de cette industrie qui s'accroît toutes les années de prison, et où la majorité des incarcérés, ce sont des Noirs et des Latinos, et qui produisent pour les compagnies à payer 15 centimes l'heure, mais qui construit de plus en plus, l'industrie aux États-Unis dépend de cette grosse industrie prisonnière. C'est une forme moderne d'esclavage. Et il y a tellement d'autres aspects. Donc, nous avons dit que la lutte effective contre le racisme pose la nécessité de la lutte indépendante des Noirs pour construire et bâtir leurs propres organisations. Moi, j'étais très choqué et ému par cette jeune femme, Jermaine Jones, qui criait dans la rue, qui disait We built your power, nous avons bâti votre richesse, your wealth. We built your power, we have nothing, on n'a rien. We have nothing and nothing to lose, on n'a rien à perdre. Et c'est ce cri d'angoisse de constituer et de la force propre du mouvement noir est une question essentielle, parce que les camarades de Ujima People's Party ont raison. La question noire est au centre de la nation américaine. Les Noirs ont bâti cette richesse et ont été éliminés de toute contribution de pouvoir bénéficier de cette richesse. Ils ont été exclus de la nation. Ce qui pose la question de l'indépendance de classe, parce que le mouvement ouvrier, le mouvement syndical reste subordonné au Parti démocrate, donc à un des piliers fondamentaux. C'était le parti de l'esclavagisme, le Parti démocrate. Reste lié à ce pilier de l'État capitaliste. Donc, ne peut pas mener un combat jusqu'au fond contre le racisme institutionnel. Donc, la question de l'indépendance de classe est posée pour non seulement les ouvriers, mais les ouvriers noirs et la nation opprimée noire en tant que telle. La question de la jonction de ces luttes est centrale. C'est pourquoi notre organisation, depuis des années, nous nous battons pour un Labour Party, pour un parti constitué sur la base des syndicats qui doivent rompre avec le Parti démocrate,
Nous étions en premier lieu du Labour Party qui s'est constitué dans les années 90, qui a tourné le dos à un petit élément de pourquoi cette question est tellement importante. Les militants noirs sont allés, ils ont fait voter une résolution de soutien à Mumia Abu Jamal. Mais quand, à l'époque, l'Entente internationale des travailleurs a organisé une délégation au département de justice des États-Unis, nous avons amené des centaines de milliers de signatures de soutien à une pétition pour justice pour Mumia, et on a demandé à Tony Mazzocchi, à la direction du Labour Party, de faire partie prenante. Ils ont dit non, 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 parce qu'il y a des dirigeants syndicaux qui pensent que Mumia c'est un criminel, il ne faut pas du tout toucher. En dépit du fait que cette résolution a été adoptée par un congrès du Labour Party. Tourner le dos. Et c'est pour ça qu'il y a cette méfiance dont parle Nnamdi. Cette méfiance, même au sein du Labour Party qui s'était constitué. C'est pourquoi ce n'est pas une question uniquement d'être un caucus à l'intérieur du Labour Party, c'est une question de construire et de bâtir, comme les camarades disent, un parti ouvrier noir qui pose les intérêts et les revendications du mouvement noir, les revendications noires. Et c'est uniquement sur cette base-là qu'il peut y avoir une jonction entre partenaires à égalité, avec la question d'égalité avec le mouvement qui constitue et qui se bat pour un Labour Party. Parce que sans cette question, sans un parti propre, il n'y a pas d'égalité. Il y a ce rôle d'auxiliaire dont parle le camarade Nnamdi, qui a toujours été le cas. Donc, pour nous, on a été partie prenante des initiatives qui ont eu lieu la semaine dernière, le 9 juin. Très important. Le syndicat à majorité noire des dockers de la côte ouest ont fait un appel pour non seulement la côte, les dockers de 29 ports de l'ouest des États-Unis, mais aussi avec le syndicat des dockers de la côte est, dirigé par un militant noir, un militant en nouvelle direction, avec le syndicat des camionneurs de New York du camarade Chris Silvera. Ils ont fait un appel pour arrêter le travail, pour une grève de 8 minutes et 46 secondes. C'est les 8 minutes et 46 secondes dont le policier Chauvin a écrasé George Floyd quand il s'est agenouillé et l'a interdit de respirer. Il y a eu partout aux États-Unis un arrêt de travail, partout. Les syndicats du transport, les syndicats d'électricité, les syndicats de services publics ont arrêté et ont montré la force. Et ils l'ont fait sur la base de la lutte pour faire que le mouvement syndical se porte en avant de la lutte contre le racisme institutionnel, pour la justice. Et cela a montré la voie. C'est sur cette base-là qu'on peut dire qu'il y aura justice. Cette jonction, cette unité entre les travailleurs blancs et noirs pour la grève, pour le droit contre et avec toutes les exigences de justice et les autres. Donc, cette question. Donc, nous battons, nous avons constitué Labor and Community for an Independent Party, une coalition qui organise à Baltimore le siège du camarade Nnamdi, avec des militants de toutes tendances du mouvement ouvrier qui se réunissent pour dire qu'il faut des candidatures locales, des candidatures noires, des candidatures indépendantes du mouvement ouvrier, qui montrent la voie à la constitution d'un Labour Party, qui pose la question d'un Labour Party, qui jette les bases. Et donc voilà, c'est une période pleine de possibilités, des difficultés de l'initiative que nous avons bâtie. Il y a une offensive de la part du Parti vert pour essayer de nous détourner d'un mouvement de classe, de nous détourner vers l'unité de la gauche, mais nous allons, avec nos camarades noirs, constituer l'unité sur la base de la classe ouvrière noire. Et voilà pour les commentaires pour l'instant.
Merci, Alan. Je voudrais répondre à une question qui nous a été adressée parce que, comme cette conférence a lieu en France, inévitablement, des camarades français sont amenés à établir des comparaisons. Et un camarade pose la question suivante: est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre notre position pour l'unité de la classe ouvrière, sans distinction de couleur et d'origine, et l'appui que nous apportons à la proposition d'une organisation politique noire indépendante, certes reliée au Labour Party? Et puis, si cette perspective est juste aux États-Unis, est-ce qu'elle ne devrait pas l'être ailleurs, y compris en France? Bon, je dirais au camarade qui a posé cette question que, contrairement à ce qu'on pense parfois, la France n'est pas le centre du monde, elle n'est pas le modèle, je dirais, pour l'organisation ouvrière du monde entier. Bien sûr qu'il y a des comparaisons. En France comme aux États-Unis, le capitalisme s'est développé par le pillage de l'Afrique. En France comme aux États-Unis, il y a une forte proportion de Noirs dans la population, et en particulier dans les secteurs les plus exploités de la classe ouvrière. Ça, c'est ce qui est comparable. Il y a aux États-Unis une dimension particulière, et je dois dire d'emblée que je partage totalement ce qu'ont dit les deux orateurs avant moi, en particulier sur le fait que la question posée au peuple noir aux États-Unis, c'est bien celle du combat pour l'autodétermination nationale, pour l'auto-organisation, dans une situation, comme l'a très bien dit Nnamdi Lumumba, le mouvement noir a toujours été trahi par des secteurs pourtant du mouvement ouvrier ou de mouvement progressiste. Les alliances se sont effondrées et donc les Noirs ne peuvent être relégués au rôle d'auxiliaire d'une lutte menée par les autres. Ils ont à prendre leurs propres responsabilités, leur propre direction dans ce mouvement. Je partage tout à fait cela. Et je voudrais, pour les camarades français, insister sur un aspect. Quand on parle du racisme aux États-Unis, on parle du racisme institutionnel, pas seulement le préjugé imbécile qui peut exister dans le monde entier. Et on peut affirmer que dans aucun pays au monde, le racisme institutionnel n'a pris une dimension aussi grande qu'aux États-Unis. Dans aucun pays au monde, il n'a été un élément dominant comme aux États-Unis d'une période de plus de 400 ans d'histoire. Dans aucun pays au monde, le capitalisme n'a surgi dans un tel rapport avec l'exploitation, en particulier des Noirs. Dans aucun autre pays, il n'a se développé dans un tel rapport, dans aucun autre pays. Le racisme n'est à ce point l'enveloppe idéologique justifiant et autorisant toutes les persécutions dont sont victimes les Noirs aux États-Unis depuis maintenant plus de 400 ans. Au point qu'aujourd'hui, c'est encore un argument électoral de masse. Je voudrais attirer l'attention des auditeurs français sur quelque chose qui en France paraîtrait bizarre. Vous avez entendu sans doute que Trump va faire son premier meeting électoral après confinement le 19 juin. Le 19 juin, c'est l'anniversaire de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Mais c'est aussi l'anniversaire du massacre de Tulsa, une ville où dans les années 20, des centaines de Noirs ont été massacrés dans un lynchage de masse, comme il y en a eu autant dans le XXe siècle. Eh bien, Trump choisit délibérément de faire son premier meeting de campagne à Tulsa le 19 juin. Et c'est une provocation. C'est une provocation pour dire, vous voyez, à la date anniversaire de la fin de l'esclavage, moi je suis à l'endroit où on a massacré des centaines de Noirs. C'est un appel aux sentiments les plus racistes d'une large fraction de l'électorat. Aux États-Unis, faire cela peut être, malheureusement, mais c'est un fait, peut être électoralement payant. Ce qui serait difficilement imaginable dans d'autres pays, mais il y a une fraction de la population blanche, ce qu'on appelle les petits blancs, qui, comment dire, ne dissimule pas son aspiration au retour aux pires périodes de persécution contre les Noirs. Et donc c'est un argument électoral, même en France, pour faire une comparaison avec les limites d'une comparaison. Marine Le Pen est évidemment une femme d'extrême droite. On imagine mal qu'elle fasse un meeting électoral à la date anniversaire de la rafle du Veldiv, sur les lieux du Veldiv, comme une espèce de clin d'œil à la déportation des Juifs. Pourquoi? Parce que électoralement, ce serait quelque chose de contre-productif. Mais aux États-Unis, cet argument, ce clin d'œil en quelque sorte au lynchage des Noirs, peut être électoralement productif, c'est dire la profondeur du racisme institutionnel et son enracinement, malheureusement, dans la conscience de millions et de millions
de blancs, y compris dans des secteurs de la classe ouvrière, dans les secteurs de la petite paysannerie, etc. Il faut comprendre que, les camarades l'ont dit avant moi, mais il faut y insister. D'abord, la richesse des États-Unis, elle est née de l'esclavage. Elle est née de la déportation forcée et de l'assassinat forcé de millions de fils du sol africain, sans lesquels les États-Unis ne seraient jamais devenus la puissance qu'ils ont été. Mais ce n'est pas seulement l'esclavage. Il y a eu toute une série d'épisodes dans l'histoire américaine, et ce à quoi Nnamdi Lumumba faisait référence, où à différentes reprises, les Noirs qui ont occupé une place centrale, je dirais, dans le combat d'émancipation aux États-Unis, ont été trahis par ceux qui auraient dû être leurs alliés ou qui étaient leurs alliés. Il y a eu de nombreux épisodes de cela. Mais l'un des épisodes les plus marquants, les États-Unis sont devenus un pays capitaliste moderne à travers la guerre de sécession, où le Nord industriel a battu le Sud fondé sur l'agriculture et l'esclavage. On sait bien que les capitalistes du Nord n'avaient pas au point de départ comme préoccupation la libération des esclaves. Ils avaient comme préoccupation d'asseoir leur domination. Ils avaient même donné des garanties sur le maintien de l'esclavage. Ils avaient voté pour le maintien de l'esclavage. Mais dans la guerre contre le Sud, ils ont été confrontés à un problème. Ils n'arrivaient pas à gagner la guerre contre le Sud. Et il a fallu, pour gagner la guerre contre le Sud, faire appel à ce qu'ils refusaient au point de départ, l'enrôlement des Noirs. Sait-on qu'au bout du compte, plus de 200 000 Noirs se sont enrôlés dans l'armée nordiste. 80 000 venus du Sud, 125 000 venus du Sud, 80 000 du Nord. Et sans cet engagement des Noirs, il est probable que le Nord aurait eu beaucoup de mal à l'emporter. Et les capitalistes du Nord ont été en quelque sorte, jusqu'à un certain point, dépendants de cet engagement des Noirs. Pour gagner leur engagement, ils leur ont promis non seulement la fin de l'esclavage, l'émancipation, mais plus que cela. Ils leur ont promis la terre. Ils leur ont promis 40 acres de terre et une mule. C'est-à-dire la possibilité, puisque l'économie, une bonne partie de l'économie américaine était une économie agricole, la possibilité pour les Noirs de devenir des fermiers, à l'instar des fermiers blancs, et par conséquent d'acquérir une certaine indépendance économique. C'était donc à la fois l'émancipation politique et l'émancipation économique. Or, après la victoire du Nord, ce mouvement qui s'est engagé dans le sud des États-Unis, qui est un mouvement extraordinaire, un mouvement révolutionnaire, ce qu'on appelle la période de la reconstruction radicale, dans laquelle les Noirs et une partie de la population des pauvres Blancs ont d'une certaine manière pris leur sort entre leurs mains, où ils ont imposé, pour la première fois, imagine-t-on, ils étaient esclaves quelques années auparavant, et il y avait des élus noirs dans les congrès des États du Sud. Un des États du Sud, je crois même la Caroline du Sud, avait une majorité d'élus noirs dans son congrès d'État. Ils ont imposé toute une série de mesures progressistes, la scolarisation des enfants, et ils ont imposé les libertés politiques. Ils ont y compris arraché le droit de vote pour les Noirs, qui n'existait pas jusque-là. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas arrachée, même au plus fort de cette phase révolutionnaire, ils n'ont pas pu arracher la propriété de la terre. Parce que les capitalistes noirs, les capitalistes au Nord, excusez-moi, les capitalistes du Nord ont tout fait pour préserver le fait que la principale richesse, qui était celle de la terre, reste entre les mains soit des compagnies ferroviaires, soit des grands propriétaires terriens. Ce fut une trahison que cette promesse d'émancipation économique, sans laquelle l'émancipation politique n'est rien, cette promesse par laquelle des centaines de milliers de Noirs espéraient accéder à l'égalité économique et sociale, leur a été refusée par ceux-là même qui l'avaient promis. Mais il y a eu pire. Dans cette phase de reconstruction radicale où les Blancs pauvres et les Noirs se sont alliés, ils ont imposé, je l'ai dit, toute une série de conquêtes démocratiques, y compris les droits des femmes et toute une série d'autres éléments, le droit à l'avortement, etc. Ils se sont organisés en milices pour défendre leurs droits, et de très nombreuses milices de Noirs dans les États du Sud. Et puis, à un moment donné, cette poussée révolutionnaire a été considérée par le gouvernement capitaliste des États-Unis comme une menace en particulier pour son régime social de la propriété privée des moyens de production. Il y a eu alors un retournement d'alliance. Les capitalistes du Nord se sont alliés de nouveau aux anciens propriétaires d'esclaves du Sud. Et ils ont écrasé dans le sang le mouvement de la reconstruction radicale. Dans le sang.
il est arrivé, rien que dans le Tennessee, 20 000 Noirs, membres d'une milice d'autodéfense, ont été massacrés en l'espace de quelques jours à la fin des années 60. Et on pourrait multiplier les exemples. Et cette formidable poussée révolutionnaire, pour donner un exemple, je dirais, pour le traduire dans notre histoire française, ça correspond à la période la plus révolutionnaire de la Révolution française, 1792-1793. Ça correspond à la Commune de Paris. C'est sans aucun doute le mouvement social le plus progressiste qui est connu, les États-Unis, dans l'époque que nous connaissons. Et ce mouvement social, dont le cœur était les anciens esclaves libérés et une partie des Noirs du Nord, et aussi les Blancs pauvres. Et à cette période, durant cette courte période qui a duré une petite dizaine d'années, il est certain que les préjugés racistes ont largement reculé parmi les petits Blancs. Parce que l'alliance avec les Noirs, d'une certaine manière, redessinait les choses en termes de classe. Et là, il y avait la possibilité d'une émancipation commune. Le Parti républicain, qui avait été celui qui portait les espoirs du Nord dans la guerre de sécession, qui avait promis l'arrêt de l'esclavage, a estimé que la domination capitaliste était en danger. Et s'alliant aux anciens propriétaires d'esclaves, il a écrasé dans le sang la reconstruction radicale. Non seulement il a écrasé dans le sang la reconstruction radicale, mais il a encouragé au retour des pires persécutions racistes qui, pendant une dizaine d'années, s'étaient estompées, et ce qu'on a appelé les lois Jim Crow, les persécutions, les lois de discrimination, qui faisaient qu'à partir de la fin du 19e siècle et le début du 20e, les Noirs dans le Sud n'avaient plus aucun des droits démocratiques qu'ils avaient conquis, où n'importe quel groupe de Blancs pouvait lyncher n'importe quel Noir. Je rappelle pour les camarades en France qui peut-être n'ont pas ça en mémoire, dans les années 30, il y avait, donc les années 1930, il y avait aux États-Unis périodiquement des lynchages annoncés à l'avance, et où le journal annonçait dimanche prochain, nous allons pendre 5 Noirs que nous avons accusés de je ne sais pas quoi, de crimes imaginaires, et des milliers de gens venaient de centaines de kilomètres à la ronde pour assister au spectacle. J'ai vu encore qu'aujourd'hui, je ne sais plus par quel procédé, on a reconnu l'innocence d'un Noir lynché il y a 100 ans et accusé faussement de viol. Mais lui, comme des milliers, comme des dizaines de milliers d'autres, ont été massacrés. Cette trahison de la bourgeoisie progressiste du Nord, qui a trahi ceux grâce à qui elle avait gagné la guerre, qui leur a retiré un à un tous leurs droits, qui les a livrés aux pires persécutions racistes auxquelles ils espéraient avoir échappé après la guerre de sécession, qui les a d'une certaine manière rétablis dans un statut d'esclaves, pas officiel, mais d'esclaves de fait. Cette trahison explique ce que dit le camarade Nnamdi Lumumba quand il dit « Nous avons fait l'expérience d'être trahis par tous nos alliés et nous en avons tiré comme conclusion que nous devons nous organiser par nous-mêmes et nous libérer par nous-mêmes, certes en alliance avec d'autres, mais diriger nous-mêmes notre propre mouvement. » Et ça a eu, Alan l'a dit, ça a eu ses prolongements dans le mouvement ouvrier. Oui, le mouvement ouvrier aux États-Unis s'est construit dans un rapport où, d'une certaine manière, il a intégré en son sein les positions racistes et discriminatoires. Moi, je me rappelle avoir rencontré dans les années 80, c'est quand même pas si vieux, un camarade qui m'expliquait que quelques années auparavant encore, la ville de Los Angeles, qui est quand même la deuxième ville des États-Unis, n'employait que des employés blancs, exclusivement, et dont l'embauche passait par le syndicat. Et quand des Noirs ont demandé à être embauchés comme fonctionnaires de la ville de Los Angeles, le syndicat a dit « Nous refusons de vous faire embaucher ». Il y a eu une lutte, ils ont dû constituer un syndicat à part. Des fois, des camarades disent « Pourquoi des organisations noires à part ?» Mais comment voulez-vous faire quand le syndicat blanc refuse les Noirs? Il faut bien des organisations à part. Ils avaient constitué le Black Employees Association. Et cette organisation des employés noirs s'est battue légalement pour imposer l'embauche des Noirs. Elle s'est battue contre le syndicat blanc et contre la mairie. Elle a imposé l'embauche d'employés noirs. Et à ce moment-là, dès qu'il y a eu les premiers plans de restructuration, la mairie a dit « Nous appliquons la consigne, dernier embauché, premier licencié ». Et les employés noirs qui avaient réussi par cette bataille à se faire embaucher ont été immédiatement licenciés. C'est cette bataille constante qui a dû être menée. Et elle explique qu'aujourd'hui, on pourrait donner de nombreux exemples, elle explique qu'aujourd'hui, oui, moi je partage complètement l'affirmation, c'est une question d'auto-émancipation nationale, c'est une question d'auto-organisation. Un militant noir, je dirais simplement sensé,
il ne considérerait pas que même le militant blanc le plus sympathique qui vient le voir en disant « je vais m'occuper de ton sort et je vais te libérer », il ne lui fera pas confiance et il aura raison. Et voilà pourquoi le mot d'ordre d'autodétermination, d'auto-organisation, du droit, comme le dit Namdi, du droit des Noirs américains de constituer leurs propres organisations comme ils l'entendent, sous la forme ils l'entendent, et de déterminer eux-mêmes quel type de relations ils entendent entretenir avec le mouvement ouvrier en général, avec les syndicats, avec les bons partis, est une question centrale. Personne ne libérera le peuple noir américain en dehors de lui-même. Et je dirais, c'est important de le comprendre parce que nous qui sommes des militants révolutionnaires, nous qui combattons pour la libération de l'exploitation et de l'oppression dans le monde entier, nous devons comprendre que les moteurs de la lutte contre l'oppression et l'exploitation, ce sont les exploités, les opprimés eux-mêmes. Et que quand il y a une oppression particulière qui est celle du peuple noir aux États-Unis, alors le ferment du soulèvement contre l'oppression et l'exploitation est d'abord dans la capacité du peuple noir à prendre ses affaires en alliance avec les autres secteurs opprimés, mais c'est à lui de déterminer les alliances et les formes des alliances, et non pas de faire confiance à ceux qui l'ont déjà trahi et qui pourraient le trahir demain. C'est ça, à mon avis, ce qui est l'enjeu de cette question et qui dépasse de ce point de vue la question noire des États-Unis, parce qu'elle concentre la question finalement. Namdi Lumumba citait Marx, c'est Marx qui a dit « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », et en l'occurrence, l'émancipation du peuple noir aux États-Unis sera celle du peuple noir. Je voudrais juste terminer en vous disant ceci, cette conscience, à quel point elle est, comment dire, elle est profondément enracinée dans l'état d'esprit de toutes les générations de Noirs américains. Je lisais dans un livre sur la période de la reconstruction radicale cette anecdote que je vous livre pour conclure ma contribution. Après la guerre de sécession, dans cette période de reconstruction radicale, il y a eu un formidable mouvement de scolarisation des enfants noirs, des enfants des anciens esclaves. Et 9000 enseignants sont venus dans le Sud pour scolariser les enfants. On évalue à 250 000 le nombre d'enfants noirs qui ont été scolarisés dans les années qui ont suivi juste la guerre de sécession dans le Sud, et qui était un mouvement formidable d'émancipation. Et l'un des historiens raconte que les étudiants, les écoliers apprenaient très très vite, et l'échange suivant l'indique. L'enseignant interroge les enfants, disent « Bon, maintenant les enfants, est-ce que vous pensez encore que les Blancs sont meilleurs que vous parce qu'ils ont des cheveux raides et des visages pâles ?» Et les enfants répondent en chœur « Non, monsieur ». L'enseignant reprend et dit « Non, ils ne sont pas meilleurs, ils sont différents parce qu'ils possèdent un grand pouvoir, ils ont formé un grand gouvernement, ils contrôlent ce grand pays. Mais d'après vous, les enfants, qu'est-ce qui les rend différents de vous ?» Et tous les enfants en chœur crient « L'argent ». Et à ce moment-là, l'enseignant reprend la parole et il dit « Bien, d'accord, mais qu'est-ce qui leur a permis d'avoir cet argent? Comment l'ont-ils obtenu ?» Et les enfants en chœur répondent « Ils nous l'ont pris, ils nous l'ont volé ». Eh bien, c'était vrai en 1869 et ça reste vrai en 2020. Je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on demande maintenant à nos camarades Namdi et Alan s'ils veulent bien répondre à certaines questions qui nous ont été transmises. J'ai une première question pour Namdi, je vous la lis. Je voudrais avoir votre avis sur Alexandra Ocasio-Cortez, qui a été élue représentante pour le Bronx et le Queens à plus de 80%, avec le soutien des organisations Brand New Congress et Justice Democrats. J'ai vu un documentaire disponible sur Netflix qui lui est consacré. J'ai l'impression que la politique qu'elle mène va dans le sens des Noirs, des opprimés. Qu'en pensez-vous? Et puis il y a d'autres questions qui rejoignent ça. Quel est votre point de vue sur Bernie Sanders et les démocrates progressistes? Namdi Lumumba. So as it relates to the Congresswoman, I think she represents a very interesting contradiction. On one hand, clearly she is Latina and brown and is progressive, especially in context to the Democratic Party's normal position. On the other hand, Donc, par rapport à la députée, elle représente une contradiction. D'une part, elle est latina, elle est marron, ce qu'on appelle marron, et elle fait partie
de la tendance progressive du Parti démocrate. Yeah. And on the other hand, she is a part of the Democratic Capitalist Party and draws black and brown working class people closer to the embrace of the Democratic Party. De l'autre côté, elle fait partie de ce parti capitaliste et elle sert à attirer les peuples noirs et marrons vers les griffes de ce parti capitaliste. And this relationship causes confusion amongst all progressive and working class people, because the true power of workers is in their independent self-organization, not dependence on a capitalist imperialist party. Et cela créait une relation de confusion entre les travailleurs et les peuples de couleur, parce que le fait d'aller vers ce parti remet en cause leur indépendance, alors que leur indépendance, c'est la réelle force et la seule force dont ils peuvent disposer. Because her base is in the Democratic Party, she will be exposed quickly when it comes to defending tooth and nail the rights and interests of Black, brown, and working class people. Puisque elle est profondément ancrée dans le Parti démocrate, quel que soit ce qu'elle peut dire, elle sera, sa vraie nature sera dévoilée dès qu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs et le peuple noir. Elle ne peut que les trahir. This is for us in the Ujima People Progress Party is a contradiction that we've attempted to avoid. We refuse to run our Black revolutionary and progressive candidates in a Democratic Party under the Democratic Party slate. C'est une contradiction que nous refusons dans notre parti du peuple pour le progrès Ujima. Nous refusons de proposer des candidats aux élections dans le cadre de ce parti capitaliste, le Parti démocrate. There's a saying from our elders, the tools of the slave master cannot free the slave. Il y a un dictum de nos anciens qui disent les outils des esclavagistes ne peuvent pas être utilisés pour libérer les Noirs. And because all political parties are instruments of class organization, we know that there are real limits that participating as a Democrat mean on being able to push working class and Black interests in the real world. Et puisque les partis politiques bourgeois sont des outils des capitalistes, nous connaissons les limites qui leur sont intégrées par rapport à leur capacité de défendre les travailleurs et les Noirs. Lastly, the Democratic Party are experts at co-opting progressive movements. Progressive movements have failed time and time again to co-opt the capitalist Democratic Party. Les partis démocrates sont des experts dans la capacité de coopter, d'intégrer les mouvements progressistes. Et inversement, les mouvements progressistes ont toujours été incapables de pouvoir inverser le sens du Parti démocrate. Similar with Bernie Sanders, he is the Pied Piper trying to preserve and save the Democratic Party. Comme Bernie Sanders, c'est le petit pantin qui danse pour essayer finalement profondément de rien faire d'autre que de sauver le Parti démocrate. His policies are indeed progressive in the American political spectrum, but his allegiance to capital, his allegiance to the Democratic Party, even when he himself could have broken free and created a really progressive left movement that raises up working class people, he has again proven himself that he will always betray the interests of working people. C'est sûr que sur papier, sa politique est très progressiste dans le sphère de la politique américaine, mais il est profondément fidèle au capitalisme et au Parti démocrate. Il avait les moyens de pouvoir rompre
et se présenter comme un candidat indépendant. Mais il a fait l'inverse. Il s'est présenté au sein du Parti démocrate, qui est la preuve même de sa trahison et le fait qu'il ne peut que trahir. We refuse to join the slave masters party and the party of imperialism, capitalism, colonialism, and death to humanity. We refuse. Nous refusons de nous joindre au parti des esclavagistes, le parti impérialiste, colonialiste, le parti destructeur de l'humanité. Nous refusons. Merci, Nnamdi. Une question pour Alan Benjamin. C'est les questions transmises par les camarades. Hein. Celle-ci, c'est peux-tu revenir sur la grève du 9 juin? Tu en as parlé, mais aussi, quelles sont les positions, les différentes positions qui existent dans le mouvement syndical au sujet du meurtre de George Floyd et plus généralement sur la mobilisation Black Lives Matter? Bon, il y a eu beaucoup de déclarations importantes dans le mouvement syndical de soutien aux mobilisations qui exigeaient et qui exigent justice dans le cas de la mort de George Floyd. Dans la baie de San Francisco, il y a eu une déclaration des 4 syndicats locaux de la FLCIO importante qui parle du racisme institutionnel et qui explique que c'est le mouvement ouvrier qui doit se porter en avant pour la défense de la justice dans tout ce qui est de la police. Pourtant, et beaucoup de déclarations, et le syndicat des transports de Minneapolis a refusé d'amener des gardes nationaux avec les bus de la ville. Ils ont refusé d'amener la garde nationale vers les manifestants. Ils ont dit notre solidarité, ce n'est pas avec la police, c'est avec les manifestants. Il y a eu donc le 9 juin un important soutien. Le problème a été le suivant, et c'est un problème que les camarades des dockers ont soulevé. Il faut aller au-delà des déclarations parce que des déclarations, il y a eu de partout, bien que c'est des déclarations importantes. Même Trump de la FLCIO a sorti une déclaration qui exigeait justice dans le cas. Mais il fallait faire quelque chose. Donc, la question du 9 juin est devenue une question importante parce que c'était une action qui devait se mener de façon coordonnée. Une des limitations, peut-être ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais aux États-Unis, la question de la police et du syndicat des policiers est posée. Dans des secteurs importants du mouvement ouvrier organisé, les camarades comme le syndicat, par exemple, des travailleurs c'était quel syndicat? UAW, dans un syndicat de UAW, ont sorti une déclaration exigeant que le syndicat des policiers soit jeté, soit renvoyé de la FLCIO. Tu m'aides avec mon français qui n'est pas aussi bon que ton anglais. Et donc, ça a ouvert toute une discussion. Est-ce qu'il y a place pour un instrument qui est un instrument de répression de l'État dans le mouvement syndical? Dans le cas de la FLCIO de San Francisco, nous avons résolu cette question. Nous avons jeté le syndicat de la police il y a 10 ans. Nous avons adopté une résolution de soutien aux droits démocratiques pour un nouveau procès pour Mumia. Ils ont dit Mumia c'est un cop killer, il a tué un policier. Pas question, on a dit et ils ont exigé qu'on retire la résolution. On a refusé et ils sont partis. Et depuis, ils justifient partout la défense de la police contre les militants. Donc, il y a ces contradictions. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les dockers de
non seulement disent 8h46, le 19 juin, c'est Juneteenth, c'est la date du 13e amendement qui a mis fin officiellement, Nnamdi a raison à dire que c'est officiellement et pas dans les faits, mais qui tout de même est important. Le 13e amendement a mis fin le 19 juin. Il y aura une grève de 24 heures parce qu'il y a 3 différents tours de travail dans les docks. Une grève de 24 heures des dockers et ils appellent au mouvement syndical de les soutenir et de faire de même. Ce jour où Trump sera à Tulsa, Oklahoma, ce jour où cette question de comment allons-nous fêter le 13e amendement, c'est ou bien Tulsa ou c'est bien les dockers de l'Ouest. Et donc, il y a déjà le syndicat de l'électricité, le syndicat des camionneurs de Chris Silver et d'autres régions locales et d'autres qui commencent à soutenir l'appel qui vient de sortir ce matin pour le 19 juin. Et donc, notre petite section, mais qui est ancrée, qui a toute sa place dans ce mouvement ouvrier, qui a tissé des liens à travers des dizaines d'années avec les militants noirs, les dockers et autres. Nous soutenons activement cet appel et nous la faisons circuler et la faisons faire connaître. Donc, il y a à ce niveau-là de nouveaux éléments dans cette situation où la radicalisation vient dans le mouvement ouvrier en relation au mouvement et en soutien au mouvement de libération, de justice pour les Noirs contre le racisme institutionnel. Merci Alan. 2 questions pour Nnamdi. D'abord, s'il veut réagir à la même question sur l'attitude du mouvement syndical sur la question de George Floyd et de Black Lives Matter. Et deuxièmement, une autre question qui n'a pas de rapport, mais qui nous a été envoyée. Un camarade écrit je me souviens avoir lu dans la Tribune des Travailleurs qu'il y a quelques années, le camarade Nnamdi a présenté sa candidature indépendante aux élections locales de Baltimore, en particulier avec comme revendication l'arrêt immédiat des brutalités policières et le salaire minimum de $15 de l'heure. Quel bilan son parti tire-t-il de cette expérience? Thank you for the question. It was very helpful in helping us to understand utilizing the electoral process as another front for the liberation struggle of Black workers. Donc, c'est une expérience très utile pour nous aider à comprendre comment utiliser et s'approprier le système électoral comme outil d'avancement de notre lutte pour la libération noire. It helped us to realize the potential of being able to organize and to meet and to organize hundreds of Black workers and other working class people who are looking for solutions outside of the duopoly that controls politics in the United States. C'est un outil qui nous a permis de comprendre, d'avoir des moyens pour pouvoir rencontrer des milliers de Noirs et de travailleurs qui sont à la recherche d'autres issues politiques que seulement ces partis jumeaux qui sont les démocrates et les républicains. We also discovered that the potential for self-organization is high because there are a lot of workers who are still not, who have been run off from the electoral process. They no longer vote, but they want to be organized and want to express political activity outside of the electoral process. On s'est rendu compte que la potentiel est très riche parce qu'il y a énormément de travailleurs de Noirs qui sont marginalisés, qui refusent le processus électoral traditionnel, mais qui sont à la recherche d'une voie de l'organisation pour pouvoir s'exprimer politiquement. We did make some errors in that process, but have had a chance to look at them and hopefully resolve them.
we believe it's possible to come out of every election stronger as a workers' movement, whether that's winning the election or being able to build successful fight back campaigns or build worker self-run institutions. Nous avons fait des erreurs, nous avons tiré le bilan, mais nous avons vu qu'on peut utiliser des élections comme mouvement ouvrier, mouvement des travailleurs, pour essayer de combattre, de soit gagner, soit organiser nos campagnes de lutte, de défense de nos revendications et de notre programme politique. Merci. Une question pour Alan et pour Nnamdi, mais je commencerai par Alan. De plus en plus de sondages montrent que la perspective du socialisme devient plus populaire aux États-Unis. Il y a un sondage de Gallup en 2018 qui dit que 51% des jeunes Américains considèrent le socialisme comme une notion positive. Et il y a un sondage Harris de 2019 qui dit que 55% des femmes américaines préféreraient vivre dans un pays socialiste que capitaliste. Alors bien sûr, ce ne sont que des sondages, mais est-ce que c'est vrai est-ce qu'on vérifie ce sentiment des travailleurs et des jeunes aux États-Unis qui cherchent une alternative au capitalisme? Et si oui, comment Socialist Organizer s'adresse à eux sur cet aspect particulier? Et sur un autre plan, comment est-ce que Ujima People's Progress Party s'adresse à eux sur ce plan? D'abord Alan et ensuite Nnamdi. Oui, il est certain que ces sondages font état d'une nouvelle conscience qui se développe surtout dans la jeunesse, mais au-delà. La question et donc c'est une question nouvelle pour nous parce que depuis des décennies, la question du socialisme a toujours été difficile de poser aux États-Unis du fait du stalinisme, du fait que ces deux termes ont été toujours été synonymes dans la tête de beaucoup de gens. Donc on était un peu on a été marginalisés comme socialistes, et surtout même dans les syndicats. Là, il y a quand même une confusion par rapport à cette question parce que Bernie Sanders a soulevé la question du socialisme, mais dans sa version social-démocrate. Le symbole du socialisme que beaucoup de gens, quand on va au-delà dans les sondages et on demande mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'économie du marché, ils disent oui, on veut l'économie du marché, mais avec le socialisme à la Scandinave. Donc, on ouvre une discussion avec tous ces camarades-là. DSA, Democratic Socialists of America, par exemple, est utilisé beaucoup comme l'exemple d'une organisation qui a été constituée en soutien de Bernie Sanders, organisation qui fonctionne dans le Parti démocrate, qui utilise et qui dit on est socialiste, mais on est socialiste dans le Parti démocrate, on utilise la tribune du Parti démocrate et on ne peut pas ne pas le faire parce qu'on ne veut pas se marginaliser. Cette version de démocrate du Parti démocrate est un obstacle. Et donc, on explique deux choses. Pourquoi le Parti démocrate ne peut pas être utilisé comme un dirty break. Comment tu traduirais ça, Daniel? Une rupture non pas claire. Une rupture nette. Mais pas dirty break, c'est pas une rupture nette. C'est une rupture qui n'est pas nette. Voilà, qui n'est pas nette. Et donc, DSA dit, donc nous disons, ce n'est qu'avec une rupture nette qu'on peut aller au-delà et vraiment aller dans le sens du socialisme. Et deuxièmement, il n'y a pas de socialisme sans la propriété collective des moyens de production. Et cette question de la propriété est essentielle et fondamentale si on veut vraiment parler du socialisme. Et donc, il y a tout un débat dans des journaux comme Jacobin et autres sur quel socialisme veut-on.
Et il y a des jeunes dans DSA qui vraiment s'orientent et qui veulent une issue réellement socialiste, qui posent la question de la rupture avec le Parti démocrate, mais d'autres secteurs majoritaires qui disent on peut pas, on va se marginaliser si on rompt avec les démocrates et si on pose la question de la propriété collective de moyens de production. Donc voilà le débat qui est en train de se mener et dont nous sommes partie prenante pour essayer de clarifier et de sauver le sens réel et indépendant d'auto-organisation qui est le socialisme. Merci. Namdi, sur la même question. Yes, I do believe that this is consistent. Obviously, there are polls that are showing that. But I also believe that oppressed communities have been attempting to survive capitalism for a very long time. Certes, c'est ce qui montrent les sondages, mais il faut voir plus profondément les communautés, les populations opprimées essaient de résister au capitalisme depuis très longtemps. For us, the overt denial of access in the legal capitalist economy has created survival type skills that are more communal in nature in the Black and Brown communities. Pour nous, pour survivre dans le marché, l'économie légale, les peuples noirs et marrons ont été obligés de développer des outils de survie. So even though I would not mischaracterize them as necessarily socialist programs, there is a strong base of communal collectiveness, right, that really makes socialism an open proposition for a lot of people. Donc, même si ces programmes semblent, les programmes des sociodémocrates et Sanders semblent socialisants, il est clair que des moyens d'organisation du peuple et collective, c'est des vrais mouvements qui se mobilisent contre le système et qu'on peut appeler socialiste. In the 1960s, it was said by Comrade Fred Hampton that such programs as the Free Breakfast for Children program, right, was an example of socialism, that socialism was the people, and that it had a huge amount of support, even if people themselves did not call it socialism. Dans les années 60, un grand dirigeant noir, Fred Hampton, a dit il y a un programme qui est un programme réellement socialiste, c'est le programme de donner un petit déjeuner chaud gratuit aux enfants. Et même si des gens n'appelaient pas ce programme socialiste, c'était réellement ça, le socialisme. I do not believe that we should back away from being socialist and promoting socialist policies. I think the more that people hear it and can contrast it to the rotten stuff that we get under capitalism, the more people will be open to socialism as an alternative mode of production and social relationship as well. Il ne faut pas reculer devant la tâche, il faut soutenir chaque politique qui va dans le sens du socialisme, qui montrera le contraste avec la pourriture qui nous offre la société capitaliste et qui va, au fur et à mesure, ouvrir les yeux du peuple sur la réalité de ce que peut être le socialisme. Merci. Nous allons nous acheminer vers la conclusion de cette conférence. Avant de remercier Namdi et Alan, quelques mots de commentaire sur ce qu'ils ont dit. Je partage le point de vue de Namdi Lumumba à propos de Bernie Sanders. J'ai noté sa formule. Il avait les moyens de rompre et de se porter comme un candidat indépendant, et il a fait le choix de ne pas le faire. Cette question de la rupture, du choix de la rupture ou du choix de la non-rupture, est une question posée aux travailleurs et aux militants dans le monde entier. Dans ce pays, en France, les partis de gauche ont fait le choix de voter en faveur d'un budget de centaines de milliards d'euros qui sont offerts aux banques et aux capitalistes
qui les utilisent pour licencier les travailleurs par dizaines de milliers. C'est un certain choix. Ils auraient pu faire le choix de ne pas voter ces centaines de milliards. Ils auraient pu faire le choix de priver les capitalistes des instruments, des plans de licenciement. Ils ont fait ce choix et ceux qui sont partisans de l'indépendance de la classe ouvrière, c'est notre cas, font un autre choix, celui de combattre pour l'interdiction des licenciements, celui de combattre contre l'ensemble de ces plans de destruction qui, aux États-Unis, ont détruit plus de 30 millions d'emplois en quelques semaines et qui, chez nous en France, ont déjà détruit un demi-million d'emplois et s'apprêtent à en détruire d'autres. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que, je l'ai dit, la question du racisme, qui est une question universelle, comme la question de l'exploitation, emprunte des formes différentes d'un pays à l'autre. Mais la France n'est pas exempte ni du racisme, ni des violences policières. Et dans le prolongement des mobilisations qui ont eu lieu aux États-Unis contre l'assassinat de George Floyd, on a vu depuis 2 semaines en France se développer un mouvement moins important en nombre, mais quand même très significatif, notamment dans la jeunesse, pour obtenir justice pour Adama Traoré, qui a été tué par la police dans des conditions sur lesquelles le gouvernement voudrait faire silence, et plus généralement des mobilisations de dizaines de milliers de jeunes depuis quelques semaines dans ce pays contre les violences policières. Il y aura demain de nouveau des manifestations à l'appel du comité Vérité pour Adama. Et bien évidemment, les militants de la 4e internationale, les militants du POID, les militants de Jeunesse Révolution seront dans la rue avec ces jeunes et ces moins jeunes, les travailleurs et militants de toute tendance, contre les crimes racistes, pour que justice soit faite sur l'ensemble de ces victimes des violences policières dans notre pays. Le troisième commentaire que je voudrais faire, c'est que des camarades qui ont posé des questions à partir d'articles qu'ils ont lus dans la Tribune des travailleurs sur ce qui se passe aux États-Unis, sur la campagne électorale de Nnamdi Lumumba, sur l'activité de Socialist Organizer. Et nous sommes fiers de publier toutes les semaines un hebdomadaire qui consacre une large place à ces développements de la lutte de classe internationale. Et nous allons bien sûr continuer à le faire. Et c'est un appel ici à l'ensemble des camarades à soutenir ce journal, à s'abonner, à le diffuser, comme je crois le font les militants de la 4e internationale dans le monde entier, de développer une presse ouvrière indépendante. Enfin, pour conclure, je voudrais rappeler que cette conférence marxiste, comme celles qui ont précédé, a été organisée par la section française de la 4e internationale, mais si nous sommes partisans du programme de la 4e internationale, nous n'en faisons pas une condition pour travailler en commun avec des travailleurs et des militants du monde entier. Nous pensons que le mouvement d'émancipation des exploités et des opprimés, le mouvement de la classe ouvrière, pour se reconstituer, devra se recomposer sur un nouvel axe, et que c'est ce que nous appelons le combat pour l'internationale ouvrière. De nombreuses conférences ont eu lieu. L'internationale ouvrière, c'est la perspective de regrouper les militants, les courants qui sont sur le terrain réel de l'indépendance, sur le terrain réel de l'auto-organisation des travailleurs et des peuples, quelles que soient par ailleurs les différences entre eux. Il y aura au mois de novembre prochain, ici en France, une conférence du Comité ouvrier international qui regroupe ces travailleurs et des militants du monde entier. Elle comprendra des représentants de plus de 50 pays de tous les continents. Le compte-rendu de cette conférence aura lieu dans un meeting public à Paris. Et j'espère que les conditions sanitaires du confinement et du déconfinement nous permettront d'accueillir tous ces camarades. J'espère que les conditions qui sont celles du mois de novembre rendront possible cette fois non pas à travers Internet et les visioconférences, mais de manière directe d'accueillir dans une grande salle à Paris les camarades venus du monde entier. Et je souhaite bien évidemment qu'à cette occasion, nous puissions entendre à nouveau Nnamdi Lumumba, Alan Benjamin et l'ensemble des camarades qui participent sur tous les continents à la lutte d'émancipation des exploités et des opprimés. Merci Alan, merci Nnamdi et nous l'espérons à très bientôt. Au revoir.
It's